J'ai connu Giraud et Druillet assez facilement, c'est-à-dire que c'est avec Moliterni qui les expose, c'est au musée des arts décoratifs, on projette des diapositives, on les commente, et puis assez vite, c'est chez Druillet qui tient une espèce de, qui fait les soirées comme Madame de Sévigné, où il invite le monde de la science-fiction, mais pas seulement, aussi les utopistes, auxquels on peut rattacher Rézère ou GB, hein, l'an 01 ou les machines à eau de Rézère. Et je me suis tout de suite entendu avec eux. Alors, Giraud, je découvrirai plus tard qu'il n'est pas si facile que ça. Mais avec moi, on va s'entendre. Pourquoi? Parce que j'adore le western. J'ai lu l'histoire de l'Ouest en détail, mais dans 40 bouquins différents. Donc, on va parler à la fois de l'Ouest, pas de Blueberry, mais des véritables histoires de l'Ouest, hein, comme le vrai Doc Holliday et tout. Alors, on a ce côté western. Avec Giraud, je parle science-fiction. Parce qu'à l'époque, il est fou de science-fiction. Il va arrêter d'en lire en 80. Pour lui, ça y est, il a fait le tour. Il n'en lira plus jamais. Il lira encore des polars, mais il lit plus de science-fiction. On parle beaucoup de science-fiction. Et puis on parle bande dessinée. Et là, je découvre quelque chose que je vais découvrir aussi avec cet autre puriste qui est Paul Gillon. C'est-à-dire que, par exemple, c'est la grande mode de Little Nemo, puisqu'il vient d'être édité chez Auré. Et il me dit, j'adore Little Nemo. Ah, je dis, moi aussi. Je lui dis, mais au niveau qualité du dessin, perfection du trait, est-ce que Max Manus, qui fait la famille Illico, n'est pas meilleur? Il dit, bah ça, au niveau du dessin, Max Manus, c'est que ses histoires sont chiantes, mais il dessine mieux. Donc on se trouve vraiment en adéquation. Et comme je connais aussi la peinture de l'Ouest, on en parle, et comme je connais aussi l'illustration américaine, bah, quand il fera la couverture de Metal Hurlant numéro 1, je dirais, c'est la pub Mazda Edison de Max Philippe Parrish que tu as repris en mettant un monstre à la place de la fille. Et il me dira, tu sais, personne ne va s'en apercevoir. Effectivement, il faudra qu'on attende l'Amérique pour que quelqu'un le réalise. Donc ça, c'est Moebius. Druillet, bon bah Druillet, je l'ai croisé, il est plus flamboyant, c'est certain. Et quand je le connais vraiment, c'est lui qui me fera rentrer un pilote, il est dans les 6 voyages de Lon Sloan. Donc là, quand même, je suis comme tout le monde, j'en prends plein la gueule. J'en prends plein la gueule. Moebius, c'est encore le type qui fait des illustrations au club du livre d'anticipation après avoir fait Harakiri. Il est passé de Jack Davis à Virgil Finlay. Hein. Ça avance doucement, c'est très bien, mais, est-ce que Moebius va exister puisqu'il y a Blueberry qui l'occupe? Druillet, on en prend vraiment plein la gueule. Et on se dit, ce mec est en train de, à la fois de détruire la bande dessinée et en même temps de la renouveler. La bande dessinée, je suis donc lecteur, je suis donc critique, non, parce que j'étais plutôt historien, puisque je faisais des interviews ou des textes de fond sur des dessinateurs dont on n'avait jamais parlé. Anecdote amusante que j'ai oubliée dans le livre. Je vais faire la première bibliographie des œuvres de Frazetta en langue française et selon Fred Patton en langue anglaise. Pourquoi? Parce que dans Hurrah, je disais Johnny Comet, que j'avais vu dans Indians, les aventures de Funda et de son autre héros, que j'avais acheté en Warren, tout ce qui allait de Frazetta, et puis progressivement, j'avais réussi à tout trouver, dont son premier comics, on ne le reconnaît pas du tout, qui s'appelait Fonda. Donc, je fais une bibliographie de Frazetta avec les couvertures de livres de poche, après les trucs Warren, les affiches de films, les bandes dessinées Syndicate. Et j'ai un trou que j'ai comblé 30 ans plus tard. Il y a un moment, Frazetta ne fait rien. 4 ans, il fait rien. 20 ans plus tard, quand on éditera Al Cap, Lil Abner, il y aura Frank Frazetta et Al Cap présentent Lil Abner Sunday Pages. C'est-à-dire que Frazetta, à un moment, copie Lil Abner dans 2 ou 3 comics enfantins. Al Cap le repère, il voit qu'il fait mieux les nanas que lui, donc il lui confie la planche du dimanche à dessiner et à ancrer dans son style à lui. Donc mes 4 années, je les ai comblées. C'était les années où il faisait Lil Abner. Alors, je suis critique donc et machin, mais j'ai une vision assez claire de la bande dessinée qui en gros vient de mes lectures américaines. Hein. La manière de découper, les histoires à chute et tout.
Bon, je parle souvent de BD avec Druillet, donc c'est lui qui va me dire, tu viens à Pilote, je t'emmène, on va faire la première histoire ensemble, qui sera à propos du Salon des Bourgets, la plus belle avion du monde, qui est un avion Art Nouveau à la Guimard, on dirait une entrée de métro avec des vases galets, qui ne peut pas voler, mais qui est le plus bel avion du monde. Et après, je pars dans les actualités de Pilote. Après, je vais arriver à Pilote à faire un peu de science-fiction, ou de choses bizarres avec Soleil et d'autres, avec Goth, et un peu d'aventure avec Tardy. Mais je suis à l'étroit, Pilote. Je suis à l'étroit parce que je suis pas bon en actualité. Hein. Quand on est à côté de Rezer ou de Fred ou de Mandrika, pas évident. Hein. Je vois que j'aurai jamais beaucoup de place. Je vais d'ailleurs faire une ou deux histoires sous pseudonyme à Charlie. Parfois en collaboration pour le scénario avec Mandrika. En tout cas, même Goscinny me dit un jour, je crois que le mieux serait que je vous confie un journal de bande dessinée de science-fiction. Après, il va oublier. Heureusement, parce que je pense que j'aurais pas pu faire Métal avec Goscinny. À ce moment-là, l'écho des savanes est né. Et comme Gottlieb et Bretéché, une histoire qui va m'arriver aussi, n'arrive plus à remplir le journal qui passe de trimestriel à mensuel, je vais aider Mandrika. Je vais aider Mandrika de deux manières. En allant récupérer tous les dessinateurs malheureux, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à être publiés régulièrement, comme Petillon ou Francis Mas, puisqu'il n'y a plus le Canard Sauvage. Et puis, comme j'ai adoré le fanzine, qui est un ancêtre de Météorland, Witzen de Wallace Wood, que je vais rencontrer les grands Américains au premier out américain qui en soit en 72-73 par là, et que j'ai rencontré des gens que j'adorais, et je vais devenir ami avec tous. Bon, il y a quelques types que je vais récupérer. On sait qu'Hervé Kurtzman sera partant pour l'aventure. Ok, il va venir à l'écho. Après, c'est Ferchid Baroucha qui va prendre le relais à l'écho. On va ramener Wallace Wood, qui n'est pas heureux à ce moment-là, mais qui est en fin de carrière. On va ramener Kurtzman, on va ramener 3 ou 4 autres dessinateurs assez brillants. Euh, c'est bien, il fallait que quelqu'un le fasse, mais moi je suis déjà parti dans une autre aventure qui ne marchera pas qu'Esnark. La revue sera abandonnée par Nathan, tant mieux, parce que Nathan, éditeur respectable et scolaire, je pense il nous aurait fait un infarctus s'il avait vu le résultat du 1. Va arriver Métal, qui était un projet avec Mandrika. Hein. C'est lui qui a trouvé le titre. Mais Métal, quand ça va mal tourner avec Mandrika, il va me dire écoute, faites-le sans moi. Donc on va le faire sans lui. Et là, Métal, on démarre exactement au Witzend, c'est-à-dire un gros fanzine, avec chacun sa part. Druillet, temps de planche, Druillet Moebius, temps de planche, Druillet Bianic, temps de planche, Druillet et Alexis, qui est en train de devenir un grand dessinateur réaliste, temps de planche, et moi, Gall et Corben, que je lisais dans des tout petits tirages. Donc, et puis arrive le 5-6, on doit devenir mensuel, et le premier, ça sera Serge Leclerc, qui arrive tout armé à 17 ans. Après, ça sera Margerin, qui ne croit absolument pas qu'il est fait pour la bande dessinée, mais qui finira par y arriver. Mais ça sera donc, ça mettra 2 ans. Mais après, il s'en sortira. Et après, tout le monde va arriver. Alors, ce qui est marrant, je me suis parfois posé la question, je me suis dit, mais c'est marrant, ça va pu se passer à l'écho. Ben non. Parce que l'écho, c'est une génération qui se libère, mais en gros, dans un dessin d'humour. Comme ça sera la suite avec Fluide après. Il n'y a pas encore les dessinateurs qui vont arriver à Métal. C'est-à-dire que les Chalands, les trucs comme ça, ils vont voir Métal, et c'est ça qui va les faire venir dans l'ensemble. Il faudra qu'ils voient les couvertures. Et ils se disent, tiens, c'est pour nous. Alors il y a ceux qui viendront parce qu'il n'y a pas de place à Spirou, comme Chaland, qui m'envoyait pas paître des fois, qui disait, écoutez patron, j'aurais préféré publier en Spirou, mais bon, Métal, c'est pas trop mal. Il y a ceux par contre qui viennent en disant, je suis fait pour ce journal. Alors là, là c'est parti, et ça reste en Amérique avec Heavy Metal qui est redevenu bien. Voilà. Quand on fait une revue, on n'est pas là pour la lire comme un lecteur. Donc quand on relit le numéro arrivé, on est déjà dans le suivant, et on cherche les erreurs, les fautes, le bout de texte qui a été raté, et on entoure et on dit qui c'est qui a fait ça. Et là, j'ai relu tout Métal Hurlant. Waouh, c'était violent, hein. Comment ces mecs-là, et après les mecs des maisons de disques, pouvaient continuer de nous passer de la pub, alors que, en gros, Manœuvre disait,
Oui, enfin, Mick Jagger à 35 ans, il faudrait le piquer. Parce que ça y est, il dira toujours la même chose. Et sa démolition de Tardy, que j'ai acceptée, qui était scandaleuse, parce elle attribuait à Tardy des défauts qui étaient ceux de manœuvre. Hein. C'est-à-dire un abus j'allais dire, de ligne de sucre, on va dire. Euh, on fait ça, je le publie parce que j'ai dit que je ne censurerai jamais personne. Mais la violence des attaques, aujourd'hui, c'est inimaginable. On était mais violents, on pouvait être méchants, on pouvait être aussi extrêmement élogieux. Et en fait, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que les gens qui le lisaient ne retenaient pas tellement de démolition parce qu'ils disaient oui, ça c'est des trucs de entre eux. Par contre, quand on leur indiquait un truc positif, ils le suivaient. Mais on était méchants. Métal, c'est une aventure aberrante. Il faut reconnaître que quand on commence avec 20 000 francs de capital, après avec 25 000 avec Jean-Claude Dumas qui va mettre un héritage qui va être perdu, bon, j'en ai reparlé des dizaines de fois avec des gens qui étaient dans la finance et autres, et tous ils m'ont dit que ce n'était pas faisable. Aucun dessinateur ne le sera pendant très longtemps, et on est au bord du précipice tout le temps. Alors, je tiens à me battre contre certaines idées reçues. Il y en a trois. La première, c'est que, comme je faisais toute ma nuit dehors, dormais l'après-midi de recevoir les dessinateurs. Faux. J'ai toujours fait la sieste après déjeuner pour repartir pour une deuxième journée. Désolé, Franck Margerin. La deuxième, c'est que je passais mes nuits dehors et tout, etc. Oui, exact. Mais il y a deux manières de passer la nuit dehors. Au début de Métal, c'est une fois par semaine chez Castel. Je discute jusqu'à des pas d'heure avec Topor et Pellart. On parle jamais boutique, comme dirait l'autre. Et c'est très bien. Au bout de 3-4 ans, c'est l'époque où la cocaïne, c'est formidable, ça aide à travailler beaucoup. On peut travailler plus, c'est ce qu'on croit tous. Hein. D'autres drogues auxquelles je ne toucherai pas, mais auxquelles d'autres toucheront, y compris le pétard, moi, qui m'endort dans les 10 secondes ou qui me rend complètement idiot. Donc, la drogue va arriver. Ça va, hélas, faire du mal à certains dessinateurs. Et quand je dis du mal, il y en a certains qui vont en mourir. Et puis, il y a l'histoire du Concorde. Et je dirais que ce qui est extraordinaire, c'est que quand mon livre a été annoncé, j'ai vu un message sur mon poste, et je n'ai pas accès à son Facebook, de Chantal Montelier, l'excellente dessinateur stalinienne, qui a fait beaucoup pour la bande dessinée féminine, même si elle arrive après Sestak, Bretéché, Annie Gotzinger, alors qu'elle voudrait bien être la première, et longtemps après Trina Robbins. Elle dit oui, mais enfin, il passait ses nuits dehors, et en plus, il passait son temps en Concorde. Je n'ai jamais passé mon temps en Concorde. Un jour, mon banquier de quartier m'a dit demain matin, c'est terminé. Je rejette le paiement de votre imprimeur. J'ai appelé une copine qui, elle, était riche. Je me suis renseigné. J'ai pris le Concorde qui partait et qui arrivait à New York à 16 heures. Au cœur de New York, j'étais à 17h45. À 17h45, je vais à la banque de Heavy Metal National Lampoon. Je rentre dans la banque, je dis on a rendez-vous avec Leonard Muggle. Le banquier me fait rentrer. Et à ce moment-là, je me fais le plus grand plaisir de toute ma vie. Parce que Heavy Metal payait un numéro pour que je leur donne les planches du suivant. Systématiquement, même s'ils vendaient 200 000. Ça m'énervait un peu. Donc j'appelle Len et je dis Leonard, I want my money. I'm in New York for my money. Il me dit non, tu n'auras pas ton argent. Parce que ça y est, la banque est fermée. J'ai dit mais non, je suis avec le banquier, on vous attend. Donc j'arrive, ils me font un chèque de banque. Je sors de là, il est 9 h du soir. J'ai bouffé un pastrami comme ça chez Carnegie, le plus haut pastrami du monde. Je prends le Woody Allen, qui doit peser 3 livres, et que Woody Allen mangeait aussi. Hein. Et puis, à 7 h, je suis au Concorde. Alors, à l'aller, j'ai découvert que la Terre était ronde. Je l'ai vu. Hein. C'est pas une blague. Quand on monte dans le Concorde à Mach 3, on voit que la Terre est ronde. Tu le savais. Mais le savoir, c'est une chose. Le voir, c'est une autre. À 9 h, je suis à la banque. Je dépose mon chèque de banque. C'est mon seul voyage en Concorde. Par contre, mes nuits d'alcoolisme, elles aussi ne coûtaient rien à personne. Parce que je suis devenu ami avec Jean Castel, qui a ses têtes.
Et notre table du haut, c'est bien le diable si on arrive à payer un verre dans la soirée. Par contre, j'ai besoin de ça. Je suis un énorme dépensier dans d'autres domaines. C'est-à-dire que l'argent que j'ai dépensé, ça durera toute ma vie. C'est que je ne peux pas résister à un disque ou à un livre que je n'ai pas. Et que ce soit avec Jacques Noël, avec Les Yeux Fertiles ou Le Regard Moderne, que ce soit chez Brentano, que ce soit en Amérique, quand je tombe sur une collection complète de Mister E, de Ditko, je ne peux pas résister. Je me poste 3 caisses qui arriveront dans 2 mois, que j'ouvrirai peut-être. Mais je me suis dit, si je les ouvre, ça me fera toute ma fin de vie. Alors peut-être que mes enfants les ouvriront. Ils auront de la chance. Parce que l'autre jour, j'en ai ouvert une au hasard. Et celle que j'ai ouverte, c'était que des lettres, des échanges de lettres avec Stanley et Kurtzman. Alors, cher Jean-Paul, j'attends de vous voir à New York enfin. J'ai écrit une lettre. Ok, it's not Jean-Paul, it's Jean-Pierre, but Jean-P, ok. Et c'est Stanley. Stanley qui me fait pas ses inquiétudes sur Spider-Man. Ça démarre pas aussi bien que X-Men, mais ça va marcher bientôt. Souligné, ça marche pas, c'est terrible. Les lettres de Kurtzman, adorables et tout. Et tout ça, c'est des lettres. Des lettres d'Alex Stott, des lettres de tout le monde, avec souvent des dessins. Donc ça vaudrait le coup d'ouvrir ces caisses. La folie métal, je vais dire une chose. Les dessinateurs, par exemple, ont très mal vécu mon passage à la télé. Non, moi j'ai bien vécu parce que comme on commençait à m'emmerder, mes actionnaires espagnols, d'abord ça m'a fait une distraction. Plus tard, par contre, quand je vais faire une émission qui marchera très bien, qui est Sex Machine, je vais me prendre un peu la grosse tête, parce que je suis devenu beau, que les filles dans la rue font ah c'est lui, c'est pas possible que ça soit lui, à Villacoublay aujourd'hui, mais vous êtes vous, elle me touchait comme ça. Bon, d'abord je vais en profiter hontément, parce que là j'ai une vie monacale. Hein. Et là, peut-être bien que je m'intéresse un peu plus à ce truc-là où tout le monde félicite qu'à métal. Mais grâce à ça, je continue métal, parce que quand je me fais laminer toutes les semaines par Pascal Bourguignon, le gérant, qui me dit quand je faisais mon tricot, on faisait pas comme ça en couverture, on mettait que des plans comme ça. Je me dis, bon, demain tu tournes, ça ira mieux. Mais à ce moment-là, je commence à me détacher de métal. Mais de toute manière, je me serais détaché de métal. Parce que je suis plus maître à bord. Je m'aperçois qu'il y a... Autour du 50, ça y est, ils sont là, les Espagnols. Le 50 se passe bien. Mais le 51, le 50 devait être un quinzomadaire. Je voulais refaire le coup de pilote. Je voulais devenir quinzo, puis hebdomadaire. Ils voudront pas. Ok. Je m'aperçois que du 50 au 70, ce sont nos meilleurs numéros. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, je suis déjà dans le début de Sex Machine. Pourtant, je me dis, bientôt, Metal va mourir. Où je vais m'en aller? Donc, je vais faire des numéros, mais à tomber par terre, du 50 au 70. Avec quelques défauts. Parce qu'on a quand même révolutionné la bande dessinée. Je dis ça comme ce que tout le monde dit. Hein. C'est pas que je pense qu'on a révolutionné la bande dessinée. Tout le monde révolutionne tout le temps. Ou jamais. Mais je tombe sur le numéro 67 et je vois Pratt, Gire Charlier, Herman et je ne sais plus qui d'autre. Je me dis, attends, c'est pas la peine de dire on est la nouvelle BD pour mettre en couverture tous ceux d'ailleurs. Mais n'empêche que jusqu'au 70, c'est très bien. Le 71, j'ai une couverture hideuse que les Espagnols m'ont obligé à prendre. Ça y est. Et puis quand je partirai au 114, en gros, j'ai attendu mon heure après le 100, mais je n'en peux vraiment plus depuis très longtemps. Alors, c'est-à-dire que je suis devenu un menteur par rapport aux dessinateurs. C'est très inconfortable d'être un menteur. Je ne leur dis pas que ça va très très mal avec les Espagnols, sauf quand ça les touche eux, en disant ah ouais, mets un peu moins de seringue si tu peux. Et je peux pas. Je vais évidemment pas le dire à Moebius quand ils disent que des fois ils comprennent rien à Moebius. Ça, je vais pas faire le coup quand même. Mais ils commencent vraiment à me casser les pieds. Et je sais que je vais partir, mais je pense que si le journal avait été financièrement sain et viable, je suis à peu près persuadé qu'au bout de 10 ans, je serais parti. Je ne sais pas m'installer. Je n'avais pas envie d'être métallion toute ma vie. Je dis pas que c'est bien, hein. Je dis que je suis comme ça. C'est-à-dire que tant que j'apprends des choses, tant que j'essaye de faire quelque chose de nouveau et tout, mais du moment où ça roule, moi ça m'intéresse plus. Donc de toute manière, je serais parti de métal.